Merci en tout cas de nous l'avoir raconté. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous connaissez le principe de l'émission. Nous débattons de 3 sujets. Je diffuse une vidéo. À l'issue de la vidéo, nous votons. Si nous sommes d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en bien. Si nous ne sommes pas d'accord, ça s'allume en rouge. Et on peut commencer. Voici le sommaire de l'émission. D'abord, cette application mobile. Ah oui, pas mal ça, qui permet de signaler la présence en temps réel des contrôleurs dans les transports en commun, comme le métro ou le RER. Est-ce que vous êtes choqués? Question que nous vous posons. Je suis tant flippé par la société d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec Laurent Baffy qui a un peu développé? Il a aussi parlé de C8, vous entendrez. C8 qui s'arrête. Il a parlé de censure. Il s'est confié au cours d'un entretien accordé au Figaro. On y reviendra. Et puis recensement. Ah oui, l'INSEE qui demande l'origine des parents. Est-ce que ça vous choque? Ça a fait un énorme buzz un peu partout. C'est vrai que la société française et la population française est en ce moment en train d'être recensée. On en parlera. Ce sera la troisième partie de l'émission. Les transports en commun, vous les prenez, Yann, Eric, oui, tout le temps. Bah oui, vous tout le temps. Oui, moi je suis un grand spécialiste. Vous, moi j'ai arrêté, je fais du vélo. Ah, c'est vrai. J'en ai ras-le-bol des transports en commun. C'est vrai. Pour les retards, l'encombrement stérique, pour être très cuisse, c'est-à-dire le monde. Quoi, ça? Oui, il y a trop de monde. Voilà. C'est-à-dire, je comprends, il y a trop de monde dans les l'espace transports est en trop commun. encombré, Oui. etc. etc. Alors, mais je les ai beaucoup pris. Hein. C'est un ras-le-bol qui fait que j'ai préféré le vélo. Bien sûr. Moi, j'ai calculé comme ça, à vue de nez, que j'ai pris dans ma vie 25 000 fois le métro à peu près. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Non, c'est Vous vous énorme. rendez compte l'argent que vous avez laissé en raison d'1 € le ticket, on va dire, parce que vous avez un J'avais pris abonnement. le taxi quand même. Oui. Non, j'ai un pass Navigo quand même. Oui, d'abord, vous avez un bien pass sûr. Navigo. Et puis, en 25 000 fois, c'est marrant parce que quand on fait quelque chose très très souvent, ça rentre dans une logique statistique. Oui. C'est-à-dire vous voyez au moins une fois un truc bizarre. Oui. Voilà. Oui, Donc, bien sûr. Pas les trucs, les altercations ou les petites choses, mais un jour, un dimanche matin, j'allais disputer mon match de foot et on était assez peu nombreux et un type s'assoit en face de moi avec un attaché-caisse. Oui. Il ouvre l'attaché-caisse et il sort un revolver. Non, je vous crois pas. Oui. Je vous crois pas. Il sort un revolver et il me dit « Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ?» Non. Moi, je n'étais pas très bien réveillé. Bon, je lui dis « Bah oui, je crois. » Il me dit « Bon, très bien. » Non, il a non. Voilà. Il a attaché. Voilà. Mais il est fou. Bah, C'était un fou. Si vous prenez 25 000 fois le métro, vous allez tomber forcément sur un truc inhabituel de temps en temps. C'est Bien Il y a sûr. aussi des trucs très habituels, et c'est la raison, on la verrait. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne le prends plus. J'en ai marre d'entendre La vie en rose à l'accordéon. 1, parce que je n'aime pas Edith Piaf, et 2, parce que j'aime pas l'accordéon. Voilà, bon, ben, on va envoyer Lionel Team dans le métro, Surtout il vous en mettra avec Moldave. votre animation, vous verrez. La vie en rose en Ça Moldave, vous c'est pend au très, nez. très pénible. Ah oui, je comprends. Allez, on y va. On va parler de cette application. Moi, je ne savais même pas qu'elle existait. On ne va pas citer son nom, bien sûr, parce que c'est pas bien. Mais c'est une application qui permet de signaler la présence, effectivement, des contrôleurs dans les rames de la Si on pouvait RATP. Donc, on ça, pouvait c'est faire le la métro. même. Oui, Pascal, et à la SNCF, Pour oui. signaler les mecs qui jouent La vie en rose en accordéon. Ah, je c'est suis preneur. possible. Bah écoutez, allez-y, lancez l'application. Écoutez, c'est une pas bonne con. chose. Pas con. Ouais, Hein. et pas- Attention, oui, voilà. La vie en rose arrive. Bon, tout le monde s'en va. Et aussi celle des forces de l'ordre, donc dans les transports en commun, tout ça en Ile-de-France. On peut s'informer effectivement grâce à cette application. Alors, est-ce que vous êtes choqués? Il y a un petit malin quand même qui a pensé à l'affaire. C'est-à-dire que c'est un peu, ça existe déjà sur la route. Hein. Regardez la vidéo, on en parle juste après. Une application pour débusquer les contrôleurs et frauder les transports en commun. À 16h36, un utilisateur indique la présence d'agents à la station Bir Hakeim. Sur place, les contrôleurs sont bien là. Ça dit exactement où ils sont. Donc supposer quelqu'un qui a vraiment envie de faire un attentat terroriste, par exemple, il sait où sont les contrôleurs pour aller les attaquer. Valérie Pécresse a porté plainte contre le créateur de l'application. De son côté, il réfute toute volonté de mettre en danger les agents de la RATP. Aujourd'hui, je ne me sens pas forcément maître de tout ce qui se passe. Je ne me sens pas responsable des dérives. Je trouve que c'est très, très, très grave de faire un parallèle entre mon projet et de quelconque facilitation du terrorisme. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça va peut-être un peu loin, là, cette affaire. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Allez, on va voter, réagir. Une application mobile qui permet de signaler la présence en temps réel des contrôleurs dans les transports en commun. Est-ce que vous êtes choqués? Attention. Alors, vous dites oui? Oui, non, moi non plus. Ça me choque pas du moi tout. je suis Cher Eric, choqué. pourquoi? En fait, à travers différents sujets dans cette émission, en fait, on a évoqué le même thème, les rapports entre l'individu et la société. Si vous ne parce que l'application est destinée à qui? À ceux qui n'ont pas payé leur titre de transport, qui sont en situation irrégulière, qui ont fraudé, pour dire les choses simplement. Ce que vous ne payez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le payer. Donc, ce n'est pas seulement vous économisez un peu d'argent, c'est
il va y avoir moins d'argent pour la RATP, un service moindre, les gens seront moins payés, etc. Et d'une manière ou d'une autre, ce que vous n'avez pas payé sera pris en charge par le reste de la communauté. Moi, je trouve qu'une application qui permet d'aggraver cette situation, je trouve ça assez grave. En plus, vous avez remarqué maintenant, moi je vous parle des choses inhabituelles qu'on voit dans le métro, vous avez maintenant, quand c'est un peu difficile de frauder, vous avez des gens qui passent le tourniquet juste derrière vous. Oui. Si vous avez le malheur de refuser ou de faire une remarque, moi je l'ai vu, j'ai vu un type faire une remarque au fraudeur, prendre son poing dans la gueule et pisser le sang, etc. Non mais c'est ça la fraude. C'est pas dans le monde merveilleux du type qui vient de s'exprimer. Ça a des conséquences très sévères, parfois très sérieuses. Je trouve que cette glorification de la fraude, cet égoïsme de dire « moi je ne paye pas, que les autres payent », en plus, vous avez remarqué que les gens qui sautent le tourniquet ont en général au pied des baskets à 200 balles, et là ils ne les ont pas volées. Pourquoi ? Parce que dans les magasins de baskets, il y a des vigiles qui sont un peu plus féroces que les contrôleurs de la RATP. Moi je trouve ça, sous une allure un peu sympathique et anodine, je trouve ça assez grave et complètement navrant. Bon, Yann. Moi, si je ne suis pas choqué, c'est pour la même raison que d'habitude, c'est que plus rien ne me choque. Ce qui me choque, c'est que c'est mis tant de temps pour exister, en fait. Je pensais que ça serait mis en place déjà depuis 10 ans, ce système-là. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche à peu près bien, il y a toujours des petits malins qui inventent l'application pour se soustraire aux règles et aux lois et pour passer entre les gouttes. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de capitales dans le monde où frauder est impossible parce que la manière dont on rentre dans le métro en France date du début du XXe siècle et que dans des villes à peu près modernes, c'est impossible de faire 2 pas si vous n'êtes pas en règle. En général, c'est des abonnements. Dans votre poche, il y a un truc ou votre téléphone qui est directement connecté à une application qui vous permet d'ouvrir la porte. C'est fait de telle sorte que personne ne peut vous suivre. En fait, les infrastructures sont tellement vieillottes, elles datent, celles qu'on voit là, des années 50, que la fraude de 2024 s'y prête merveilleusement bien. Écoutez ce que disait le vice-président de la région Île-de-France. Évidemment, il était furieux. On va écouter sa réaction et après la réaction des personnes que nous avons interrogées dans la rue, enfin qui ont été interrogées dans la rue, pour être plus précis. C'est absolument scandaleux cette application. Effectivement, vous avez en quelques clics le moyen d'avoir sur cette application où sont positionnés les contrôleurs à un instant précis sur le réseau de transport francilien. C'est l'appli de la fraude, quoi. Donc, dès qu'on a découvert ça sur les réseaux sociaux la semaine dernière, on a tout de suite mis en demeure le créateur de l'application, mis en demeure les plateformes qu'il propose en téléchargement, l'App Store, Play Store, pour leur demander de retirer au plus vite l'application. Et nous allons évidemment porter plainte parce que signaler la position d'un contrôleur en temps réel, c'est interdit par la loi. Voilà, alors il faut savoir que l'application a été retirée ce matin sur tout ce qui est Android, pas sur l'Apple Store, mais ça ne saurait tarder, voilà, effectivement. Expliquez-moi la différence entre un pickpocket et quelqu'un qui fraude. Il y a des annonces dans le métro, des pickpockets sont susceptibles d'être montés dans... C'est la même chose, vous volez de l'argent. Et dans un cas, il y a une forme de glorification, et de l'autre, il y a une condamnation tout à fait, d'ailleurs, légitime. Moi je ne comprends pas cette passion de la fraude et cette indulgence envers la fraude en France. Alors je sais bien qu'on est un pays on n'est pas un pays du Nord où il y a un rapport à la loi plus strict, mais quand même sans aller jusqu'à la Suède, je trouve qu'on devrait dénoncer ça parce que le type qui a inventé cette application est lui-même un délinquant. Il est complice d'une forme de délinquant. Moi je ne comprends même pas le débat. Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Vous vous rendez compte que dans le métro en Corée du Sud, il y a des endroits pour mettre les sacs ou à provision, ou les courses, et vous allez vous asseoir parfois à 5, 10, 15 mètres de là où vous les avez laissé votre sac. Ah oui. Donc, non, en France, c'est impossible. Le sac, vous ne le retrouvez jamais. Quand même, hein. qu'en Corée du Sud, vous laissez votre portable quelque part, dans un cinéma, vous l'oubliez, etc. Vous revenez une demi-heure plus tard, il y a quelqu'un qui vous attendait pour vous le rendre. Il y a des marchés, etc. On laisse son sac. On risque quoi si on vole un sac en Corée du Sud ? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on risque, c'est qu'il y a une... Parce qu'à Shanghai, par exemple, c'est la même chose. Non, mais c'est que ça viendrait à l'idée de personne. Non, mais là, c'est même une question d'éducation. C'est même pas lié à la punition. C'est qu'en fait, c'est une question d'éducation. Donc, ça viendrait... L'idée de voler ne rentre pas dans le cerveau, quoi. C'est incroyable. Alors nous... Non seulement elle rentre dans le cerveau, mais elle rentre dans votre smartphone en France. Il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez, franchement. Écoutez, on a aussi interrogé, des usagers ont été interrogés, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas si emballés que ça. Hein. Tu fraudes pas, puis c'est tout. J'aime pas tous ces trucs-là. Toutes les machines. D'accord, mais pour ceux qui auraient envie de frauder, comme Étienne. Ça peut être utile parce que la plupart des gens aujourd'hui qui fraudent, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Moi j'avais fait le calcul, c'était bête à dire, j'avais plus le Navigo imaginaire. Ça me coûtait moins cher de me faire choper de temps en temps que de prendre un abonnement au mois.
c'est rentable. Un avis que partage Damien. On ne prend pas forcément le temps de prendre un ticket de métro quand c'est 2-3 arrêts. Et du coup, ça peut être pratique pour esquiver les contrôleurs. Voilà. Non, mais, bon, alors, moi, je comprends cher pas. Eric, ça vous met en colère? Non, mais l'avant-dernier témoignage, le type avec son petit blouson en cuir qui doit coûter quelques centaines d'euros et qui nous dit non, mais vous comprenez, j'ai pas les moyens d'eux. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Puis l'autre qui dit pour 3 stations, je vais pas prendre un ticket. Non, mais écoutez, moi, je sais pas, mais. Non, mais là, la liberté d'expression, c'est également la liberté d'exprimer des conneries. Mais enfin, là, il semble qu'ils abusent un peu de ce droit. Quoi. Yann? Sans commentaire. Ouais, sans commentaire. Sans commentaire. Effectivement, il y avait aussi cette histoire de violence. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est un délégué FO qui en parle, délégué FO de la RATP. Voilà, cibler les contrôleurs, en tout cas les localiser, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux pour eux. Mais c'est dingue, ça aussi, non? Regardez. Ça permet de pouvoir repérer des salariés RATP. Et ça peut effectivement être vecteur d'agression. On a effectivement tout un tas de gens qui veulent en découdre avec les représentants de la RATP. Donc il suffit par exemple qu'ils aient été soit verbalisés, soit interpellés par la sûreté de la RATP pour qu'ils puissent aussi vouloir se venger. Non mais c'est incroyable, alors je ne savais pas ça. Vous le saviez? Non, dans ce sens-là, autant je crois au fait de vouloir échapper aux contrôleurs, mais alors les syndicats qui nous disent que des mecs sont contents de savoir où ils sont localisés pour aller les retrouver, probabilité 0,00001%. Ouais, je ne sais pas. Dans ce sens-là, j'y crois pas. Il faudrait lui offrir un Becherel à notre ami, là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des fautes d'orthographe. Il se fasse verbaliser. Ah, ah là là, il suffit qu'il se fasse verbaliser, oui. Ouais. Bon, écoutez, Voilà. Bon, à moi, oui. Le terrorisme, c'est peut-être un peu excessif, mais vous avez vu l'autre jour, c'était en gare de Grigny, il y a eu une razzia. Oui. Il y a 20 types qui ont franchi les tourniquets et qui se sont attaqués de manière indéterminée à tous les passagers. Bah, écoutez, s'ils ont une application, ils savent qu'il n'y a pas de contrôleur. C'est pas que le contrôleur aurait pu s'opposer aux 20 bonhommes, il aurait pu appeler la police et tout. Moi, je trouve qu'en plus, il peut y avoir une utilisation extrêmement criminelle de ça. Vraiment, cette affaire, ça peut paraître anodin, moi, ça me consterne. Parce que c'est un signe vraiment d'inconscience et de glorification de la délinquance. Moi, je comprends que ça aille mal. Hein. Dans un instant, on va parler de 2 sujets qui nous ont fait énormément réagir et peut-être que vous aussi, chez vous. Est-ce que vous avez vu passer effectivement ce recensement, l'INSEE, qui demande l'origine des parents? Alors ça a beaucoup réagi. Est-ce que vous êtes choqués? On va en parler dans un instant. Et puis on reviendra aussi sur l'interview de Laurent Baffy, qui se dit flippé par la société d'aujourd'hui. Interview au Figaro. Là aussi, on va en parler. Moi, je pense que Eric et Yann ont déjà des avis très tranchés sur le sujet. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous sur C8. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est vendredi. C'est Péga, Pascal, Eric, Yann et les autres. On est très heureux de vous retrouver. On a plein de sujets, je peux vous dire que ça va réagir très fort sur le plateau. Hein. Le dernier sujet, recensement, l'INSEE qui demande l'origine des parents, ça a été une polémique, un tollé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous êtes choqués? On va en parler dans un tout petit instant. D'abord, messieurs, ça va, Eric? Oui, ça va, Yann? Il n'y a pas eu de Tata Yo-Yo, il n'y a pas eu de Carlos, ils vont bien. Voilà, je peux vous le dire. C'est rien passé pendant la pause, tout va bien. Le premier débat m'a bien échauffé, moi. Ça m'a bien énervé, cette histoire. Mais oui, l'application pour les contrôleurs. D'ailleurs, ces applications, vous ne pouvez plus les trouver. Donc, ne les cherchez pas sur vos smartphones. Ça ne fonctionne plus. On va parler de Laurent Baffy. Vous aimez bien Laurent Baffy? Oui, Laurent Baffy. Bon, Laurent Baffy, humoriste, qui s'est confié auprès du Figaro. Il a parlé de beaucoup de sujets. C'est une longue interview au Figaro, Laurent Baffy. Que dit-il? Il parle de son engagement politique pour le parti animaliste. Voilà. Ou encore du monde d'aujourd'hui. Justement, il s'est confié à propos du monde d'aujourd'hui. Et là, Laurent Baffy, écoutez, il est flippé. C'est exactement ce qu'il dit. Je suis flippé par la société d'aujourd'hui. Je veux continuer à rire et à faire rire les gens. Je ne pensais pas que mes idées ou mes idoles, plutôt, pouvaient se faire assassiner. Cabu. Wolinski, évidemment, il réagit à Charlie Hebdo. Il ajoute encore, depuis le 11 septembre, c'est effrayant de laisser cette planète à nos enfants, réchauffement climatique, 6e extinction de masse des animaux, c'est quoi l'avenir? Alors, bon, évidemment tout ça n'est pas très réjouissant, on va quand même en débattre, oui. En gardant le sourire, n'est-ce pas? Alors, ça c'est l'avis de Laurent Baffy, on y va. Je suis tant flippé de la société d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Baffy? Attention. Oui, alors on se détend. Oui,
oui, bien sûr, mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Moi, je comprends Laurent Baffy. Laurent Baffy, c'est le sniper du samedi soir pour moi. Laurent Baffy, c'est toute ma jeunesse. Oui. J'adorais regarder. C'était Tout le monde en parle. Non, c'est ça. Non, c'était pas Tout le monde en parle. Si, c'était Tout le monde en parle. Non. Si c'était Tout le monde en parle, c'est ça, on me dit oui dans l'oreillette. Bon, il était exceptionnel, mais est-ce qu'aujourd'hui Laurent Baffy... ensuite, oui. Ouais, exactement. Mais est-ce que Laurent Baffy pourrait faire la même chose aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Et je comprends effectivement qu'ils disent qu'on puisse rire de tout. Mais bon, tout n'est pas noir dans la société. Oui, mais demain, sans doute, ça reviendra. Ah bon? Je suis persuadé à 1000% que l'espèce de pays autoritaire dans lequel on vit en ce moment, avec cette obsession élisabéthaine de la pudeur à tous les étages et ce wokisme ambiant, va connaître un retour de bâton dans les années à venir qui fait qu'on va retourner à la liberté d'expression des années 70-80. C'est inéluctable. J'en suis convaincu. Oui, c'est l'histoire. Parce que là, ça devient c'est les vagues de l'histoire. Et irrespirable. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a déjà un mouvement, même chez les femmes, qui commence à trouver indécent qu'on puisse évoluer dans une société où il faut maintenant des quotas d'auteurs lorsqu'il y a des autrices, des quotas de réalisateurs lorsqu'il y a des réalisatrices. La vraie parité et le respect qu'on doit aux femmes ne passe pas par des oukas permanents pour désigner du doigt mais je suis d'accord, je suis une femme. Homme de sexe non féminin, sous prétexte qu'il est potentiellement un violeur. La société ne peut pas s'épanouir de cette manière très longtemps. On est allé trop loin. Il y a un retour de bâton. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut un rééquilibrage peut-être. Voilà, peut-être que ça a été nécessaire d'aller très loin. Il faut de l'intelligence et de la nuance. Et là, on sombre quand même. Non, je suis d'accord. Je n'aimerais pas être un homme de 50 ans aujourd'hui. Je suis très content que la société évolue dans le sens d'une prise en compte des souffrances des femmes. Ça me semble obligatoire. Ça ne pouvait plus durer. Maintenant, on peut aussi dire que dans quelques années, la liberté d'expression devra reprendre naturellement ses droits, parce que là, on a toujours peur de dire quelque chose, de froisser quelqu'un, de faire une blague inexcusable et de mourir socialement parce qu'on a eu l'horreur de penser quelque chose qu'on est le seul à penser. Éric. D'abord, il n'est pas anodin que ces propos soient tenus par Laurent Baffy, parce qu'en effet, il a fait carrière sur une extrême liberté de ton et même d'action. D'ailleurs, j'ai quelques réserves à ce propos. On n'est pas obligé de tout valider. Moi, par exemple, la manière dont il s'adressait aux politiques, j'aimais pas ça. Je me rappelle d'une scène avec Raymond Barre. Il lui dit « Salut Raymond, ça va ?» L'autre lui dit « Pourquoi tu me tutoies ?» Parce que je t'aime bien. Je trouve cette désacralisation de la politique, je trouve ça un peu facile. Et puis, on en arrive à un point où ça devient presque impossible de faire de la politique parce que plus personne ne les respecte. Mais bon, peu importe. Bilan globalement positif, comme disait l'autre, pour Laurent Baffy. En revanche, moi, je partage son opinion, mais sous un angle différent. Quand il dit quelle planète allons nous laisser à nos enfants, moi, je suis très inquiet parce que c'est du côté des enfants que je suis inquiet. Moi, je vois une nouvelle génération qui n'est pas du tout adepte des mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire que la liberté d'expression n'est plus aussi sacrée pour eux. Ils pensent qu'il y a beaucoup de sujets qu'il ne faut pas aborder, que c'est très délicat et que tu ne peux pas critiquer la religion d'un tel parce que c'est ton copain ou ta propre religion, que ça ne se fait pas ou ça ne se fait pas trop ou ça se fait trop pas. Bon. Et je trouve que... On en a parlé avec les attentats de Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet. Quand vous voyez que... Les jeunes aujourd'hui, à 40%, ils disent qu'il ne faut pas publier les caricatures de Mahomet. Et à 90%, ils n'ont pas ouvert un bouquin de leur vie. Il y a une relation entre les deux, évidemment. Forcément. Mais quand vous voyez que, en plus, les propos de Laurent Baffy sont évidemment tenus à l'occasion, si j'ose dire, d'un anniversaire, c'est les 10 ans du massacre de Charlie Hebdo. Quand vous voyez qu'une réalité indiscutable, terrible, que des gens ont été abattus de sang-froid à coups de Kalachnikov pour avoir fait des dessins ne suffit pas à ce que la liberté d'expression soit partagée par tous, je suis très inquiet, tout comme Laurent Baffy, parce que je me demande ce qu'il faut comme électrochoc pour convaincre les gens de respecter et même de militer pour la liberté d'expression. Je suis très inquiet avec la montée de ces jeunes générations intolérantes et en rupture totale avec les valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués les générations antérieures. J'ajoute que dans les générations intermédiaires, c'est-à-dire, je suis d'accord avec Éric sur les générations jeunes, ils sont vraiment choqués par des choses qui nous semblent anodines. Mais dans les générations avant la leur, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a des ayatollahs de l'idéologie qui font semblant d'être choqués par ce que vous dites, alors qu'ils ne le sont pas, puisqu'ils ont vécu à peu près les mêmes époques que nous. Ils choisissent d'être choqués par tel ou tel propos pour pouvoir asseoir la légitimité de la mort sociale qu'ils vont vous prodiguer. Dire « Ouh là là, c'est horrible ce que tu viens de dire ». C'est pas du tout horrible, en tout cas, ça ne les choque absolument pas, en rien, parce qu'ils ont écouté ça toute leur enfance, toute leur vie. Donc, ils choisissent arbitrairement de trouver insupportable
le propos, l'éditorial que vous signez, le propos que vous tenez, la blague que vous faites. Et ça, c'est pour vous assigner à résidence, pour vous défigurer définitivement. Et regardez, Laurent Baffy qui a aussi parlé de l'arrêt de C8. Fin février, pour lui, effectivement, c'est incompréhensible. C'est aussi une façon de couper à la liberté d'expression. Étant réfractaire à toute forme d'autorité, je n'en pense que du mal. Je n'aime pas les censeurs. Voilà ce qu'il dit. Oui, moi, la première partie de la phrase... C'est le reflet d'époque. Réfractaire à toute autorité, je trouve ça abusif. Il y a des autorités nécessaires. Bien sûr. Des autorités parentales, je trouve ça nécessaire. Bon, moi, je trouve que là, on tombe un peu en fait dans les pauses. Voilà. En revanche, oui, la deuxième partie de la phrase, je ne peux qu'approuver. Là, c'est de la censure. L'arrêt de C8 est l'effet d'une censure politique qu'on peut habiller. Ils essayent de l'habiller avec d'autres mots, mais la réalité, c'est ça. Et je veux dire une chose. Il y a beaucoup de gens à qui la chaîne C8 ne plaisait pas. Des journaux, par exemple, dont des journaux satiriques. J'imagine que le Canard enchaîné n'est pas extra fan de C8. Libération aussi. Libération, mais... Je pense à Eric. Et donc, qu'est-ce qui va mourir, du coup? Rire indéfiniment. Non, mais ce n'est pas... C'est intéressant, parce que ce n'est pas que la liberté d'expression de C8 qui va mourir. C'est aussi la possibilité qu'on critique C8 qui va mourir. C'est-à-dire que sur quoi ils vont aiguiser leurs dents pour se moquer de nous, par exemple, le Canard ou Libé, etc. Eux-mêmes vont perdre un os à ronger. C'est mauvais pour tout le monde. Quand on ne peut plus critiquer personne, une fois qu'on aura disparu, les gens de LFI vont avoir une sorte d'orgasme, très bien. Ok, ils auront une autre peau. Mais ensuite, quel os ils vont avoir à ronger? Et si on ronge tous les os comme ça, les uns après les autres, on va se retrouver dans une sorte de société uniforme, conforme à une seule idéologie. Bon, ce qu'a décrit Orwell dans 1984. Voilà, on est au début de ce processus. Toi, tu es plus optimiste que moi. Moi, je pense que ça va être très difficile à retourner. Moi, je pense que ça va être assez facile à retourner parce qu'on est en France. Et j'aimerais quand même dire qu'au-delà de nos cas personnels, parce qu'avec Eric, on va rebondir comme d'habitude, je redis sur cette chaîne que la suppression de C8 est quelque chose d'inédit dans la démocratie française, dans la Ve République. Et dans toutes les démocraties d'ailleurs, chère Yann, pas qu'en France. C'est pas simplement, ça s'est jamais vu nulle part. C'est pas simplement faire la peau à Cyril, un truc dégueulasse. Non, c'est gravissime. Et je serais tout aussi contrarié si une chaîne dirigée par des gens de LFI ou par Libération s'éteignait. Ça me ferait beaucoup de mal en tant que citoyen français. C'est gravissime. Moi, je suis abonné à Libération, vous voyez. Ah mais c'est bien ça. Moi aussi. C'est pour ça que vous repérez effectivement les gentillesses de Libération à notre égard. Moi, j'ai renouvelé mon abonnement à Libération. Je vous félicite. Pascal, je vous félicite. Moi, je lis tous les journaux. L'Humanité, Libération, Le Monde, Le Figaro. Je trouve ça parfaitement normal. Je ne fais que mon devoir de citoyen en lisant des opinions diverses. Et pour se forger la sienne. Vous pouvez évidemment réagir chez vous sur les réseaux sociaux. Notre autre sujet qui a énormément fait réagir concerne le recensement. Vous savez, en ce moment, vous avez des petits papiers chez vous, dans les immeubles. On recense la population française. Je crois qu'on est 68,5 millions de Français, si je ne me trompe pas. Et c'est le moment, effectivement, de dresser un portrait. À quoi ressemble la France? À quoi ressemblons-nous? Et figurez-vous qu'il y a évidemment tout un questionnaire, des questions auxquelles vous devez répondre. Et là, il y a une question qui a choqué beaucoup de monde. L'INSEE qui demande l'origine des parents. Quel est le lieu de naissance de vos parents? Le lieu de naissance de vos parents. L'INSEE demande donc l'origine. Certains pensent cela. On va regarder cette vidéo et puis on va en discuter juste après. Quel est le lieu de naissance de vos parents? Cette question sera désormais posée lors du prochain recensement qui commence là, le recensement 2025. Alors il y a des associations et des syndicats qui craignent une utilisation politique de cette question et donc ils appellent à ne pas répondre. Ils s'appellent les Français à ne pas répondre à cette question. Alors en fait, ils ont tort parce que c'est que pour des bonnes choses qu'on fait ça. C'est ce qu'explique Patrick Simon, le directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui dit « Cette question vise à mieux connaître la situation des personnes d'origine immigrée et notamment leur exposition aux discriminations qui peuvent se produire dans beaucoup de domaines de la vie sociale. » Bon alors, question, et vous avez le droit de réagir chez vous. Recensement, l'INSEE demande l'origine des parents. Est-ce que vous êtes choqués? Attention, nous avons discuté et nous avons voté. Alors moi, je ne suis pas choquée du tout. Je ne comprends pas où est le problème, en fait. Franchement, je ne comprends pas où est le problème. Parce que de toute manière, sur les extraits de naissance, on vous demande, vous avez bien l'origine de vos parents, la ville de naissance des parents. Pardon, sur le livret de famille, ça y est aussi. Où est le problème? Je ne comprends pas pourquoi les gens vont faire des histoires. Pour moi, je ne vois même pas où est le problème. Il est choqué ou pas, Eric? Mais vous êtes... Non, il est comme moi, Eric. Enfin non, on se dit, mais attendez...
On vit dans une époque et dans une société. Vous avez honte de dire de la ville de naissance de votre parent? Pas du tout. Vous avez honte, Yann? Non, mais c'est assez compréhensible. On est dans une époque, une société où on craint plus de dire la réalité que la réalité elle-même. Qu'est-ce qui peut bien se passer avec ça? Ça ne va pas être inscrit sur votre front. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? On va juste un peu mieux connaître le peuple français. Moi, il y a un monsieur qui m'a fait un grand cadeau. Un jour, il m'a offert mon arbre généalogique. Mais c'est génial! J'étais ravi de voir d'où je venais. Mais je ne me balade pas avec mon arbre généalogique. Vous êtes très éloigné de Guénolé, me dit-on. Ah bon? Très, Ah oui, très c'est ça, c'est ça. Très, très éloigné. Alors, en revanche, là où ça devient intéressant, c'est que la règle générale va souffrir de quelques cas particuliers. Parce que moi, on va me demander où sont nés mes parents. Je vais dire, mon père est né au Liban, ce qui est vrai. Moi, je suis né en Allemagne, parce que c'est les familles militaires. Donc vous avez beaucoup bougé. Oui, parce que forcément, à l'époque, en tout cas, il y avait des bases françaises à l'étranger, on essaie beaucoup à l'étranger. Donc ça ne veut pas grandir. Mon père, il n'a rien à voir avec le Liban, en réalité. Mais simplement... Il joue avec l'Allemagne. Oui, alors ni avec l'Allemagne. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça, en revanche. C'est un peu bizarre. Oui, mais enfin, toutes les familles françaises ne sont pas des enfants de militaires. Oui, mais il y en a beaucoup. Vous savez que Giscard était né, je crois, à Coblence. Il y a énormément de choses. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que la ville de naissance ne dit parfois rien de l'origine, à moins qu'on classe mon père et moi-même parmi les populations immigrées, je ne sais pas. Mais sinon, sur le principe, je ne vois pas où est le problème. Mais moi non plus, enfin, je comprends pas. J'ai l'impression que derrière, on dit, mais on va s'en servir. Mais pourquoi? Pour étayer la théorie ils ont du déjà grand les informations. Ils ont déjà les informations de votre famille. Extrait d'acte de naissance, ils les ont, les informations. Vous avez le nom des parents. Ont peur. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est faux. La théorie du grand remplacement, c'est qu'on découvre qu'il y a un pourcentage très élevé. Je suis d'accord, mais on a déjà ces informations, donc où est le problème? Oui, mais pas sous forme de recensement. Là, ce sera global. Là, ce que vous dites, c'est des documents qu'il faudrait consulter un par un. Là, il y aura quelque chose de global. On pourra vous dire, le recensement est terminé, il y a tel pourcentage de Français. En plus, c'est du déclaratif. Les parents, et c'est du déclaratif. Donc, tout le monde dit ce qu'il veut. Non, Yann, ça vous choque. Non, mais je vais vous dire pourquoi. J'entends parfaitement les arguments d'Éric. Vous allez voir comment ça me choque. C'est que j'en ai, pour ma part, assez qu'on relègue tout le temps les gens dans ce pays à leurs origines. C'est ça aussi qui crée de la ségrégation et des conflits entre les gens. On veut toujours assigner les gens dans ce pays à leur origine, à leur point de départ. C'est-à-dire que moi, souvent, je monte dans un taxi ou dans un Uber, la première chose que me pose le chauffeur, c'est « Vous êtes de quelle origine ?» Et je lui réponds « Je n'en ai rien à faire. Mon origine, elle est devant moi, elle n'est pas derrière. Et j'en ai ras-le-bol qu'on essaye d'être... » En fait, je vais résumer les choses autrement. Je ne supporte pas les gens qui sont fiers de leurs origines. Je ne supporte pas ça. D'abord, ce n'est pas de notre faute si on est né quelque part. Deux, de quel droit je tirerais de l'orgueil ou de la vanité d'être né à un endroit alors que c'est le hasard qui m'y a fait naître. Et surtout, ça veut dire qu'on est assigné à son départ, à son origine, à son commencement tout au long de notre vie. Je considère que l'origine, c'est quelque chose qui est mouvant, qu'on peut choisir. Non, l'origine, on ne peut pas le choisir, Yann. Si. Comment vous pouvez choisir votre origine? Le point de départ de votre destin, de votre existence, de vos choix existentiels, peut très bien être situé ailleurs que dans l'espace et dans le temps qui vous a vu naître. C'est-à-dire qu'à force de toujours dire « Moi, je suis né à Alger, je suis très fier d'être musulman, je suis né à Tel Aviv, je suis tel... » En fait, ça veut dire qu'on assigne les gens dans une sorte d'essentialisation. Ici, assigne tout seul. Assigne tout seul. Ouais. Et justement, le fait de ramener tout aux origines gangrène ce pays. Il faudrait cesser de toujours ramener tout au début, au commencement. L'époque, on n'était qu'à un grain de poussière. Et je crois qu'être adulte, être mûr, c'est oublier d'où l'on vient pour se demander où l'on va. Et considérer que l'origine est quelque chose, un objectif à atteindre, et non pas un horizon qui est derrière et qui nous fixe une bonne fois pour toutes dans un être auquel on a comme vocation, en tant qu'être humain, d'échapper. On n'est pas là pour vivre dans un éternel présent, nous ne sommes pas des animaux. Nous avons donc le droit, puisqu'on ne peut pas choisir notre passé, de choisir notre avenir, et c'est beaucoup plus passionnant. Mais ça, je suis 100% d'accord avec vous, je sais pas, peut-être un bémol près. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, on connaît cet adage. Ça, c'est des théories. Je sais pas, mais c'est valable aussi pour moi, j'en ai marre. Pour la nation. Et vous, c'est quoi vos origines et votre nom? Mais qui vous demande ça? Pas moi. Mais beaucoup de gens dans la rue, dans un taxi, dans un Uber, tout ce que vous voulez, dans un... Voilà. Enfin, il y a quand même un paradoxe. C'est que les mêmes gens qui protestent contre le fait qu'on indique l'origine de ses parents sont les mêmes qui militent pour que tout le monde se balade avec son identité en bandoulière. Oui, c'est pour ça que j'étais aussi d'accord avec toi et que j'ai répondu un peu étrange. Oui, pour faire le pendant théorique de ce qu'a dit Éric, parce que comme je suis d'accord avec Éric,
Je voulais que, pour nuancer le débat, qu'on puisse dire les deux choses en même temps. D'accord. Oui, parce que les mêmes gens vous expliquent que c'est bien de se promener avec des signes extérieurs de religion, qu'il faut pouvoir être identifié comme juif, musulman, catholique, etc. Mais on n'a pas besoin d'être identifié, on fait ce qu'on veut. Je ne supporte pas qu'on fasse des... Oui, c'est exactement ça. On fait ce que l'on veut. Et vous avez raison, on fait de sa vie ce qu'on veut. D'où qu'on vienne, en fait. Je ne supporte pas les gens qui sont fiers de leur origine. C'est un truc qui me donne de l'urticaire. Qu'on soit content de ses origines, qu'on soit heureux de ses origines, je l'entends. Qu'on soit fier de ses origines, c'est débile. Oui, je peux l'entendre, Eric, je ne sais pas. Mais bon, ça vous choque pas l'histoire du recensement. Moi, je me dis, ça ne devrait pas être un problème. L'histoire du recensement, ça ne devrait même pas créer de polémique. Enfin voilà, on a ça comme parents, ça ne vous définit pas. On peut être fier de ce qu'on est devenu, fier de ce qu'on a été au moment où on est venu au monde. C'est vraiment le degré zéro de l'existence. Dites-vous bien quelque chose, c'est que si ces polémiques naissent, c'est parce que nous sommes dans un pays en crise. Et dans bien sûr, on ne se poserait pas de questions. Tout fait problème. Mais voilà, évidemment. Ça aurait été un pays, on serait un pays apaisé, on ne serait pas dans une crise multifactorielle, ça passerait comme une lettre à la poste. Mais là, tout devient objet de polémique parce que nous sommes un pays en crise, en déclin. Voilà. Bon, en déclin, mais peut-être pas. Yann est optimiste, il dit tout ça, ça va changer. J'en suis convaincu. Voilà, et ça dépend de chacun d'entre nous. Allez, un peu de positivisme, là, c'est le week-end. C'est le week-end. Une société ne peut pas rester ad vitam aeternam sans respirer. Elle va se réveiller. Ça va se Elle va se réveiller. On vous souhaite un excellent week-end. On vous dit à lundi sur C8. Cyril Hanouna, tout de suite sur C8.